Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. En Libye, le nombre de migrants détenus en nette baisse sur un an. Le pays ne compte plus désormais que 32 centres de détention contre 53 en mai 2017. Flintlock montre ses muscles. Les unités spéciales de lutte contre le terrorisme des pays de l'Afrique de l'Ouest sont aptes à la riposte et le font savoir. Guerre en Syrie, alors qu'une équipe de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques est arrivée à Douma. Retour sur les effets du conflit sur les enfants. Le nombre de migrants détenus par les autorités libyennes est en baisse. Il passe de plus de 27 000 en mai 2017 à 5 200 selon le chef libyen du département de lutte contre l'immigration clandestine. Le général Mohamed Bisher affirme que cette baisse a permis la fermeture d'une vingtaine de centres de détention depuis mai 2017. Plus de précisions avec Irénée Herman-Ongbo. Cette baisse s'explique par l'accélération du rythme de rapatriement des migrants menée notamment par l'Organisation internationale pour les migrations suite au scandale né de la diffusion d'un reportage de CNN sur un trafic d'esclaves en Libye. Des pays africains ont aussi rapatrié des centaines de leurs ressortissants. Il y avait 53 centres de détention du département de lutte contre l'immigration clandestine que gère le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale. Mais de mai 2017 à nos jours, 20 ont été fermés et il n'en reste que 31 ou 32. Les 5200 migrants détenus en Libye selon le HCR sont considérés comme des réfugiés. Ils sont originaires pour la plupart de l'Éthiopie, de la Somalie ou de l'Érythrée. À en croire le général Bikr, ils seront évacués vers des pays d'accueil ou leur pays d'origine selon les cas. Nous ne pouvons pas contrôler la capacité des centres de détention. Cela dépend du nombre de migrants qui y viennent. Et la vérité est que nos centres ne répondent pas aux standards des droits de l'homme. Mais nous essayons de fournir un service minimum aux personnes vulnérables, comme les femmes et les enfants, en leur offrant une vie décente. 48 000 réfugiés sont enregistrés en Libye selon le HCR qui espère évacuer entre 5 000 et 10 000 réfugiés en 2018. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine vers les côtes européennes. Ce pays en proie au chaos est régulièrement pointé du doigt pour l'exploitation et les mauvais traitements infligés aux migrants, notamment ceux originaires d'Afrique subsaharienne. Au Sénégal, Barthélémy Diaz, proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, a écopé d'une peine de 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Monsieur Diaz, maire de Mermoz Sacré-Cœur, commune de l'agglomération dakaroise, est un dissident de la majorité présidentielle et ancien député socialiste. Il était jugé par le tribunal de flagrant délit de la capitale sénégalaise, qu'il a en outre condamné à payer une amende de 100 000 francs CFA. Au Niger, l'exercice militaire Flintlock 2018 se poursuit dans l'ouest et le nord du pays. Quelques 1500 militaires américains et africains ainsi qu'européens ont entamé des manœuvres pour faire face aux terroristes qui menacent ces régions. Blanche Sanou. Après le Burkina Faso et le Mali, c'est au Niger que les exercices Flintlock continuent. L'objectif de ces manœuvres est de renforcer les capacités des pays de la région sahélienne à lutter efficacement contre les organisations extrémistes violentes. Les opérations de simulation qui ont commencé vont se dérouler jusqu'au 20 avril. 3 régions nigériennes sont concernées par l'exercice Flintlock, Tillabéri et Tawa dans l'ouest près de la frontière avec le Mali et Agadez au nord proche de la Libye, de l'Algérie et du Mali. Nous avons des défis sécuritaires sur presque toutes nos frontières. Nous avons effectivement beaucoup de menaces qui utilisent la partie nord de notre pays. Où sont les documents ? Financé par les États-Unis, Flintlock 2018 a débuté le 27 février. Ces exercices aériens et terrestres, organisés chaque année par l'Africom, regroupent cette année 8 pays africains et 12 pays occidentaux. Nos hommes sont en train d'apprendre et d'améliorer beaucoup de techniques, que ce soit tactique ou technique. Et on le trouve vraiment très intéressant.
Ces exercices Flintlock impliquent tous les pays membres du G5 Sahel, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad et Burkina Faso. Les États-Unis soutiennent l'opération militaire française Barkhane dans les pays du groupe. Par ailleurs, Washington a promis 60 millions de dollars au G5 Sahel sous la forme d'une aide bilatérale pour chaque pays. Au Niger, toujours, plus de 5 millions d'enfants ont été vaccinés début mars contre la poliomyélite. C'est ce qu'indiquent les statistiques du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. La campagne de vaccination s'est déroulée dans les 72 districts sanitaires du pays. La poliomyélite, une maladie invalidante et très contagieuse, touche en majorité les enfants. Écoutez à présent le ministre de la Santé du Niger, le docteur Idi Iliassou, qui revient sur cette campagne. Le lancement de cette campagne rentre dans ce que nous appelons les AVS, activités de vaccination supplémentaires, qui consistent à protéger tous les enfants contre cette terrible maladie. D'abord, il faut que vous le sachiez, le Niger a été certifié en 2017 indemne de la circulation du poliovirus sauvage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poliovirus sauvage n'est plus en circulation au Niger, mais par contre, certains pays frontaliers du Niger, ce virus circule. Il faut renforcer la vaccination et c'est dans ce cadre que nous avons lancé cette énième campagne de lutte contre la poliomyélite au Niger. Et comment avez-vous réussi à atteindre les plus de 5 millions d'enfants qui ont été vaccinés? Nous faisons la stratégie porte à porte, et non seulement en mettant les moyens, et que ce soit l'État, que ce soit les partenaires, en recrutant des équipes, en formant ces équipes, et en mettant vraiment les moyens nécessaires qu'il faut pour atteindre la cible. En réalité, on ne peut pas douter de l'efficacité de ce vaccin parce que c'est un vaccin qui a été testé, c'est un vaccin homologué. Au Burundi, Human Rights Watch accuse le gouvernement d'emprisonner et de tuer des opposants. Selon Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale de l'organisation, des responsables burundais et les Imbonerakure, la très redoutée Ligue des jeunes du parti au pouvoir, qualifiée de milice par l'ONU, commettent des violences avec une impunité quasi totale afin de permettre à M. Nkurunziza de renforcer son emprise sur le pouvoir. Actualité hors d'Afrique, guerre en Syrie. La diplomatie russe se dit très étonnée par les propos du ministère français des Affaires étrangères qui a accusé la Russie et la Syrie de refuser l'accès aux inspecteurs de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, à la ville syrienne de Douma, théâtre d'une récente attaque chimique présumée. Un forum organisé hier à Washington s'est intéressé à ce que l'UNICEF considère comme les principales victimes, les enfants. Selon des experts, les effets de cette guerre prolongée sont dévastateurs pour le développement de toute une génération de Syriens. Reportage Latitska Hawk, récit Jacques Aristide. Environ 2 millions d'enfants en Syrie ne vont pas à l'école et près d'1 million de ceux qui ont fui le pays ne reçoivent pas non plus une éducation appropriée. La moitié des enfants toujours à l'école dans le pays ne sont pas en sécurité. Riyad, 8 ans, d'Alep, nous a dit « J'ai peur d'aller à l'école parce qu'un avion va nous bombarder. » Alia, 12 ans, nous a dit « Je serais confus si je n'entendais pas de frappes aériennes. » Amy Richmond a travaillé avec des enfants syriens réfugiés en Jordanie, au Liban et en Turquie et des déplacés en Syrie. Save the Children estime qu'au moment où on se parle, 250 enfants de plus fuient avec leur famille et le bilan psychologique de cette expérience et de cette violence aggravée par la privation continue qui est causée par le déplacement crée une situation que nous appelons le stress toxique. Le département d'État américain travaille avec des communautés locales du nord-est du pays pour aider à la réinsertion des enfants d'âge scolaire. À travers l'art, la danse et le jeu, ils apprennent à interagir les uns avec les autres. Les enfants ne peuvent pas se promener dans les rues ou n'ont pas de structure formelle pour s'asseoir dans une salle de classe pendant 5, 6, 7, 8 heures.
Il faut traiter les problèmes mentaux, les traumatismes, avant de les emmener à apprendre l'alphabet et à compter. Pour des experts, il est temps d'agir afin d'éviter qu'il y ait une génération perdue d'enfants syriens. L'Arabie saoudite a réaffirmé sa disposition à envoyer des troupes en Syrie avec d'autres pays afin d'y stabiliser la situation. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Abdel Al-Jubeir, a expliqué que l'idée n'était pas nouvelle et avait été présentée au président Obama dès le début de la crise syrienne en 2011. Restons aux États-Unis. Ici vient de paraître un livre qui est l'objet de toutes les attentions, Mensonges et vérités de James Comey, dans lequel l'ancien directeur du FBI se livre sans phare sur sa relation avec Donald Trump, n'hésitant pas à le comparer à un bandit digne des systèmes mafieux. Dans son livre, l'ancien numéro 1 des renseignements américains revient également sur l'ingérence russe dans les élections américaines. Dossier brûlant qui, selon lui, lui a certainement en grande partie coûté sa place. Alors, pour comprendre ce que ce livre représente et les effets qu'il peut avoir sur la vie politique américaine, René Lake est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de publication de CNePlus.com et d'AbidjanPlus.com. Allons directement dans le vif du sujet. René, tout d'abord, pour ceux qui nous regardent et qui n'auront pas nécessairement accès au livre, quelles en sont les caractéristiques? Oui, écoutez, comme vous l'avez annoncé, il a des mots et des termes extrêmement durs par rapport au président des États-Unis. Vous vous imaginez, c'est le dernier patron de la plus grande agence peut-être au monde d'investigation criminelle qui dit aujourd'hui que le président de la République des États-Unis il le compare quasiment à Al Capone. À Al Capone, à un mafieux, à un chef de gang. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais ce ne sont pas les seules caractéristiques du livre, qui est inédit à plus d'un titre. Oui, effectivement, il répond aussi à la question. Vous savez que Hillary Clinton et les démocrates ont tous annoncé qu'au fond, quelque part, s'accordent tous à dire que c'est la réouverture de l'enquête 11 jours avant les élections qui lui a fait, perdre les élections. Donc il s'explique par rapport à ça. Et son argument, c'est de dire qu'il pense que s'il ne l'avait pas fait, qu'il partait du principe qu'elle allait gagner. Et que s'il ne le faisait pas, qu'après les élections, quand les gens sauraient qu'il y avait une enquête et qu'il n'en a pas informé le public américain, cela rendrait son administration extrêmement difficile à fonctionner. Il a eu un peu peur des médias, d'une certaine manière. Oui, quelque part, en fait, c'est très étonnant parce que d'un côté, il dit qu'il n'y a pas de considération politique dans ses décisions en tant que patron du FBI, mais en même temps, il avoue très clairement que c'est une considération politique, c'est une projection politique qu'il a faite, qui a fait qu'il a sorti cette enquête, il a informé de l'enquête publiquement et ça a été absolument désastreux pour la campagne d'Hillary Clinton. Il n'était pas en odeur de sainteté chez les démocrates, ça ne va pas s'arranger. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en retenez personnellement, vous, de ce livre ? Écoutez, encore une fois, moi je pense que c'est un événement tout à fait historique que l'Amérique se retrouve dans ce type de situation-là. Alors, quand on l'interroge par rapport aux conséquences de son livre, est-ce que ça va aller, peut-être que j'anticipe sur une de vos questions, oui, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on va sur une, comment on dit, impeachment en France, une destitution, voilà, est-ce qu'on va vers une destitution de Donald Trump? Il dit que lui, personnellement, il a répondu à la question avant-hier en disant qu'il ne pense pas que ce serait la meilleure solution, que la meilleure solution, ce serait de laisser le peuple américain, les votants, les électeurs, se mobiliser, aller aux urnes et avec leur vote, décider de ce qu'ils veulent faire de l'Amérique. Les électeurs, justement, René Lake, l'électorat de Donald Trump, pensez-vous que ce livre va changer leur regard sur lui? Oh non, je ne pense pas. Je pense que les gens qui soutenaient déjà Donald Trump, qui le soutiennent aujourd'hui, continueront de le soutenir et diront que James Comey était dans une opération politique. Et les gens qui ne le soutiennent pas, bien entendu, James Comey ne fait que renforcer leur point de vue. Donc finalement, ce livre ne change pas grand-chose d'un point de vue politique, il a plutôt une valeur historique, oui, je due au personnage, à la fois à l'auteur du livre et au sujet, à l'un des sujets du livre. C'est ça, c'est-à-dire que pour la première fois, on consigne sur un document public, un livre, donc on consigne sur un document public beaucoup de choses que l'on savait, mais en plus de ça, ces éléments sont consignés par une autorité qui est l'ancien directeur du FBI. C'est extraordinaire, ce point de vue. Merci René Lake. Je vous en prie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Retour au monde aujourd'hui. Voici les titres de cette deuxième partie. À la découverte de Yasuke, samouraï noir du XVIe siècle, le journaliste Serge Billet lui a consacré son dernier ouvrage. C'est une première. Le rappeur star Kendrick Lamar reçoit le prix Pulitzer de la musique pour son 4e album, Damn. Pour lutter contre l'urbanisation galopante, en Virginie, une école enseigne le métier de fermier aux futures générations. Et comme chaque mardi, rendez-vous à présent avec la chronique de l'économie présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir Claire. Bonsoir Anna. Alors nous allons commencer avec le FMI et la Banque mondiale qui tiennent leurs assemblées de printemps à Washington et c'est cette semaine que ça se passe. En effet Anna, tous les ministres des Finances africains sont de passage dans la capitale américaine. Nous ne pouvions pas ne pas vous en parler. Mais loin de moi l'idée de vous assommer de chiffres et de statistiques des institutions de Bretton Woods. Je voulais plutôt vous parler du changement de stratégie et de changement de ton de ces grandes organisations. Auparavant, il n'était question que de politique économique aux termes souvent abscons. Ajustement structurel, zone, objectif de fluctuation ou contrôle prudentiel basé sur les risques. Anna, aujourd'hui, le FMI a beaucoup plus parlé de négociation. Figurez-vous que désormais, le FMI exhorte les pays à résoudre les conflits commerciaux par la voie consensuelle et non en impliquant une politique protectionniste. Un message non voilé à l'administration américaine qui a instauré des droits de douane supplémentaires sur les importations américaines d'acier et d'aluminium. Direction le Mozambique, Claire, où ces dernières années, le gouvernement de Maputo a fait du secteur ferroviaire l'une de ses priorités. Alors, le Mozambique est déjà très endetté, donc il a fait le choix de céder ce développement à des compagnies privées. La CDN, la compagnie qui gère la ligne Nampula-Cuamba, se frotte les mains. En 2017, figurez-vous que ces trains ont transporté près de 500 000 passagers, une hausse de 265%. Mais comme on peut le voir sur ces images, les trains sont bondés en permanence. Et malheureusement, Anna, il faut le savoir, le trafic de personnes n'est pas rentable. Cette dame se plaint évidemment qu'elle est complètement entourée de gens. Il y a trop de gens dans le wagon. Ces compagnies gagnent de l'argent avec le transport de marchandises ou de minerais. Pas moins de 8 projets de modernisation ou de création de corridors ferroviaires sont en cours au Mozambique, mais tous financés par des groupes privés. Allez, une fois n'est pas coutume, du moins dans la rubrique éco, on va parler foot. Je ne m'attendais pas à vous parler de foot, mais je suis ravie de le faire. Samedi dernier, le Maroc a annoncé son intention d'être candidat pour accueillir la Coupe du Monde de football 2026. Les autorités marocaines ont promis de dépenser 15,8 milliards de dollars pour l'organisation de cet événement et la construction des infrastructures. Les Marocains ont présenté un cahier des charges à la FIFA vendredi dernier en insistant sur leur volonté de rendre toutes les infrastructures pérennes pour continuer à générer des revenus, même après la Coupe du Monde. Le Maroc est opposé à une candidature, je termine là-dessus, conjointe du Canada, du Mexique et des États-Unis. Nous leur souhaitons bonne chance. Et nous vous disons bonsoir et merci. Rendez-vous la semaine prochaine, Claire Morin-Gibourg. Ici, aux États-Unis, l'urbanisation menace les zones rurales et ce qui fait que les activités pastorales et agricoles sont impactées. Doug Fabioli, propriétaire d'un domaine viticole en Virginie, a décidé d'agir face à cette situation. Il a créé la New Ag School, la nouvelle école d'agriculture, dont la mission est d'enseigner le métier de fermier aux futures générations. Ce reportage est de Faiza Elma et il est présenté par Marie Benson. La vie de fermier est difficile, mais Doug Fabioli est persuadé que si les jeunes connaissaient les joies et le sentiment d'accomplissement que procure ce métier, ils adoreraient. Mais pour y arriver, ils doivent acquérir les compétences nécessaires. Cet agriculteur recrute des élèves mais aussi des enseignants pour son école.
Nous cherchons ceux qui nous aideront dans ce projet, mais qui seront aussi des mentors et enseigneront le métier aux élèves. Les études ne se passent pas entièrement dehors. Les élèves doivent valider un curriculum de 5 modules regroupant toutes les tâches. Elles vont du nettoyage jusqu'au leadership et l'entrepreneuriat, en passant par l'horticulture et l'accueil. Leur apprentissage sera complet quand ils auront appris à utiliser les machines agricoles et la façon de les réparer. Bien sûr, étant propriétaire de vignes, M. Fabioli leur apprendra la fabrication du vin. Mégane Tardif fait du vin. Elle est aussi mentor à l'école et enseigne les étapes de fabrication de celui-ci. Elle donne aussi aux élèves les clés pour être un bon dirigeant. Ce que je préfère en tant que mentor, c'est donner la chance à mes élèves d'enseigner de nouvelles choses. Être un bon leader n'est pas seulement utile dans le milieu professionnel, c'est utile dans la vie. Le nouveau centre agricole espère voir se développer une nouvelle génération de fermiers talentueux et engagés. Place au sport, et vous le savez si vous êtes habitué de ce journal, la page sport est signée Yacouba Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Anna. On commence avec un quadruplé de Makusu qui a propulsé l'AS Vita Club en phase de groupe de la Coupe CAF. Oui Anna, bonne nouvelle pour vous et tous les Congolais. Vainqueur à l'aller 1-0. Enfin, soyons généreux. Vita Club a assuré sa qualification ce soir en barrage et un retour en s'imposant à Pointe-Noire face au CS La Mancha, 5-1 avec un quadruplé de Makusu. Le représentant de la RDC est le premier club à se qualifier pour les phases de poule de la Coupe CAF. Ça passe aussi pour l'ASEC Mimosa avec en déplacement à Alger. Le club ivoirien a tenu en échec le CR Belouizdad 0-0, suffisant pour les Mimos après leur victoire à l'aller 1-0. Yacouba, c'est déjà fini entre le club africain et Bertrand Marchand. Oui, fait d'histoire, l'entraîneur français de 64 ans et le club tunisien se sont séparés à l'amiable 5 mois seulement après son recrutement. Aucun détail n'a été donné sur les raisons de cette rupture de contrat. Le club africain occupe actuellement la 3e place du championnat. Le club algérois de l'USMA a indiqué être déjà intéressé par le technicien français et dit être déjà en contact avancé avec son entourage. Au marathon de Boston, triomphe d'un Japonais et d'une Américaine. C'était inédit, sous une pluie battante et avec le vent, le Japonais Yuki Kawaishi a déjoué tous les pronostics. Il a avalé les 42 km en 2h15 minutes 58 secondes devant le tenant du titre, le Kényan Geoffrey Kirui. L'Américain Bayrot Shadrack complète le podium. Avec ce succès, Kawashi devient le premier Japonais à s'imposer sur l'événement depuis 1987 chez les dames. Podium inédit sans aucune Africaine. En 2h39 minutes 54 secondes, l'Américaine Désirée Linden a dévancé sa compatriote Sarah Sellers et la Canadienne Krista Duchesne. Linden est la première Américaine à remporter bien sûr l'épreuve depuis 1985. Yacouba, un ours de cirque utilisé pour ouvrir un match de football, ça ne pouvait se passer qu'en Russie. Ça n'arrive pas tous les jours. L'ours nommé Tima a esquissé des gestes humains et a même remis la balle de match à l'arbitre avant la rencontre entre le FC Machouk KMV et le FC Angus, de quoi susciter des idées. Le FC Angus a proposé que l'ours soit utilisé lors de la cérémonie d'ouverture du mondial russe le 14 juin prochain. Une proposition rejetée par la FIFA. Oh, bon, et c'est sur ce rejet que nous nous quittons. Yacouba, je sens votre déception. Mais il y aura d'autres belles surprises. Merci beaucoup. J'espère bien. Bonne soirée. Revenez demain. À la découverte, à présent, toute autre chose. Ce n'est pas du sport, c'est de la littérature. De Yasuke, le samouraï noir. Le journaliste franco-ivoirien Serge Billet lui a consacré son dernier ouvrage. Après victime noire des camps de la mort, ingénieur haïtien sur le Titanic, esclave bourreau au Québec, Serge Billet continue son exploration des histoires vraies et oubliées des Noirs. Yasuke s'inscrit donc tout à fait dans cette veine et retrace la vie d'un samouraï noir du XVIe siècle. John Lyndon. C'est un livre qui s'inscrit en droite ligne de ses précédents ouvrages tels que Noir dans les camps nazis, publié chez Serpent à Plume en 2005. Serge Billet brode ainsi sur la vie de Yasuke pour rendre son personnage vivant. Ce samouraï s'appelle Yasuke. C'est un esclave qui a été capturé, en tout cas un Africain qui a été capturé à Mozambique, qui a été envoyé d'abord en Inde, chez les Jésuites, où il était esclave. L'auteur reconnaît d'ailleurs que c'est grâce à ses lecteurs qu'il est arrivé à la rédaction de Yasuke,
C'est un Martiniquais féru d'arts martiaux qui lui met la puce à l'oreille en lui parlant de l'existence d'un samouraï noir. C'est alors le début d'une aventure avec notamment la mise en place d'un réseau de recherche dans les archives japonaises et portugaises, toutes choses qui lui permettront de retrouver la trace de ce samouraï. Ils sont partis à Kyoto voir le grand seigneur du Japon de l'époque, qui s'appelait Oda Nobunaga. Et là, cette seigneur a été fascinée par cet homme, à la fois par le fait déjà qu'il était noir, il n'avait jamais vu de noir, il l'a fait laver à grandes eaux pour être sûr vraiment que c'était de la couleur noire. L'écrivain Serge Billet entend à travers cet ouvrage restituer leur place à tous ces noirs, quels qu'ils soient, et qui d'une manière ou d'une autre ont marqué l'histoire. J'aime bien raconter des histoires oubliées, parce que je me dis que nous avons eu un rôle dans l'histoire, qui est un rôle qui a été occulté, parce que, comme on le sait, l'histoire est écrite par le vainqueur. Serge Billet, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour la France, n'a jamais oublié ses racines. Il y revient tous les 3 mois pour tenter de diffuser ses écrits, et Yasuke en fait partie. Lui aussi a marqué l'histoire. Le rappeur américain Kendrick Lamar a été récompensé par le prestigieux prix Pulitzer dans la catégorie musique. Une première pour un artiste hip-hop et plus largement pour la musique populaire moderne. Des précisions tout de suite avec Dili Diko. Une reconnaissance inhabituelle et extrêmement gratifiante pour le rappeur. À travers Kendrick Lamar et son album Damn, c'est le rap qui est à l'honneur. Jusqu'à cette victoire, le prix avait toujours été attribué à des œuvres de musique classique et de jazz, et ce depuis 1943, année de création de la catégorie musique. Le prix est décerné à Damn par Kendrick Lamar, une collection de chansons pleines de virtuosité qui ont en commun une authenticité du langage et une dynamique rythmique. Elles offrent des illustrations poignantes, capturant la complexité du quotidien moderne des Afro-Américains. Originaire du quartier défavorisé Campton à Los Angeles, l'artiste est considéré comme un rappeur engagé, voire politique. Dans ses titres, il n'hésite pas à évoquer des sujets de société brûlants, ses émotions et l'impact de sa célébrité sur sa vie. Damn, c'est tout simplement l'idée que l'on ne peut pas changer le monde sans changer soi-même. Donc, lorsque vous écoutez des morceaux comme Pride, Humble, Lust et Love, il s'agit de sentiments humains, de réflexion. Lorsque je regarde dans un miroir et je décide de faire face à ces émotions. À 30 ans, Kendrick Lamar a déjà remporté 12 Grammy Awards, la plus haute récompense de l'industrie de la musique aux États-Unis, dont 5 pour l'album Damn, qui en mai 2017 a atteint la première place du classement des ventes de disques aux États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur VOA Afrique.